Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez la radio Futur Média, il est midi, le grand journal. Au sommaire de cette édition, les suites de la mort tragique du jeune Amadou Ba au stade municipal de Mbao. Un sapeur-pompier devant le tribunal de Dakar. Demain, un autre prévenu, un mineur, jugé mercredi à Pikine. Les auditions des témoins dans l'affaire Petrotim, le doyen des juges a repris du service l'ancien directeur général de Petrosen. Ibrahim Mbodj est entendu à l'instant. Lutte contre le trafic de drogue et cette proposition de l'ONG Diamra pour protéger les forces de sécurité contre la corruption. Un fonds commun à l'image de ce qui se fait aux impôts et domaines. Dans ce midi, le Takousouf, une union scellée en secret. Pour ou contre des Sénégalais se prononcent sur la question après que le Khalif général des Tidjanes l'ait dénoncé. Les actualités internationales, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Georges Déthié Diop. Les titres. L'ambassadrice du Sénégal au Canada en visite officielle dans la province du Québec, Viviane Bampassi, a rencontré les membres du gouvernement et du Parlement. Plusieurs questions ont été abordées. Le séjour des étudiants sénégalais, l'émigration, les investissements entre autres. Et puis les attaques terroristes dans la sous-région, particulièrement au Mali et au Burkina. La solution n'est pas militaire, estime le professeur Bakary Samb. Le directeur de Timbuktu Institute appelle plutôt au dialogue avec les groupes armés. Evo Morales, le président bolivien, a jeté l'éponge. Il a démissionné après 3 semaines de fortes protestations contre sa réélection pour un 4e mandat. Le pouvoir est vacant et la situation reste tendue. Le docteur Massiran Savané, militant de gauche qui maîtrise bien l'Amérique latine, tire les enseignements de la chute d'Evo Morales, une figure pourtant très proche des masses laborieuses. Rendez-vous vers midi 15 minutes. Le grand journal, c'est aussi les sports et ce sera avec vous, Youssouf Bodian. Le football sur la route de la CAN Cameroun 2021. Première séance d'entraînement des Lions à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Ce sera sans Sadio Mané attendu ce soir. Battre le Congo pour bien entrer donc dans ces qualifications. C'est l'ambition du sélectionneur Aliou Cissé que vous entendrez. Le basketball féminin. Les Lions ont quitté Dakar ce matin pour Maputo au Mozambique. L'équipe du Sénégal va tenter de décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs au tournoi olympique. Et puis Dakar qui est prête à accueillir l'Open international de judo. C'est du 16 au 17 novembre prochain. Tout à l'heure, Youssouf Bodian et puis point de vue. Aujourd'hui, l'on va reparler du trafic de drogue à la lumière des importantes saisies opérées ces derniers temps. Le Sénégal court-il le risque d'être une plaque tournante s'il ne l'est déjà? À suivre, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Abdou Thiam assure la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les suites de l'enquête sur la mort tragique du jeune Amadou Ba au stade municipal de Mbao. Les 2 prévenus à la barre demain et après-demain. Le sapeur-pompier qui a introduit le fumigène dans le stade sera jugé au tribunal de Dakar et le mineur de 17 ans qui détenait le fumigène, lui, au tribunal de Pikine Nongoka. Dans cet incident qui a coûté la vie au jeune Amadou Ba au stade municipal de Mbao, l'enquête de la gendarmerie de la zone franche industrielle a vite livré ses secrets. Les investigations des Pandores ont conduit à l'arrestation de 2 supporters de l'ASC Diapo 2 de la zone 15 de Mbao. Les 2 mis en cause placés sous mandat de dépôt il y a une semaine seront jugés tour à tour ce mardi 12 et mercredi 13 novembre. Le sapeur-pompier qui a introduit les fumigènes dans le stade passera d'abord devant les juges du tribunal de grande instance de Dakar le mardi. Le jour d'après, l'autre prévenu qui détenait le fumigène ayant atteint la victime sera jugé au tribunal d'instance de Pikine. Ce dernier est un mineur de 17 ans, pêcheur de son état. L'ODCAV de Pikine qui avait suspendu les activités de navettant dans le département a levé la suspension depuis vendredi dernier. C'était le samedi 2 novembre 2019 que le drame s'est produit au stade municipal de Mbao après un match de demi-finale zonale opposant ASC Diapo 2 à l'ASC Cité Ndeye Marie. Les supporters de l'ASC Diapo 2 dans une liesse totale célébraient la qualification de leur équipe en finale. C'est à ce moment que Amadou Ba, âgé de 37 ans, est mortellement atteint par un fumigène. Nongaka Pikine, RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le doyen des juges d'instruction ne chôme pas. Samba Sall a repris les auditions dans l'affaire Petrotim. Ce lundi, il doit entendre l'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahim Mbodj. D'autres personnes citées à titre de témoins sont aussi annoncées devant le doyen des juges, Djibril Kanouté et Awa Ndongo. Ils représentaient les intérêts de Tullow au Sénégal. En direct avec nous, Mamadou Amardion. Bonjour Mamadou Amardion.
Bonjour Georges Détidjo. Vous confirmez que l'ancien directeur général de Petrosen est dans le bureau du doyen des juges d'instruction pour être entendu. Oui, je confirme Georges Détidjo. C'est avant 10h qu'Ibrahim Mbouch en costume bleu de nuit est déjà présent devant le bureau du doyen des juges. À ses côtés, Djibril Kanouté de Tullow Oil. Mais c'est Ibrahim Mbouch qui est passé en premier à 10h25 quand nous l'avons approché, l'ancien directeur général de Petrosen, avant qu'il ne soit appelé par le doyen des juges Sambassal. Il nous a répondu qu'il ne souhaitait pas se prononcer, de même que Djibril Kanouté de Tullow Oil. Mais ce qu'on peut retenir pour l'instant, nous attendons la sortie d'Ibrahim Mbouch qui fait face au juge Sambassal depuis plus d'1h40 minutes. Il est dans les locaux du doyen des juges. Nous attendons justement sa sortie pour l'interroger, pour essayer de savoir s'il va parler de ce dossier Petrotim. C'était donc Mamadou Amardion depuis du palais de justice de Dakar pour la radio Futur. Merci Mamadou Amardion. Lutte contre le trafic de drogue. L'ONG Diamra demande aux autorités de protéger les forces de sécurité contre la corruption. En quoi faisant? En mettant en place un fonds commun à l'image de ce qui se fait aux impôts et domaines. Mamak Targuay, qui était l'invité de RFM Matin, trouve par ailleurs scandaleux qu'une bonne partie de la drogue saisie soit égarée. Quand il y a eu la dernière saisie le 30 octobre dernier, ça nous a encore une fois conforté le cœur en peine que notre pays est en danger. Parce que la Marine nationale, en partenariat avec le garde-côte espagnol, avait pu arraisonner 1500 kilos. Mais là encore, comme dans le précédent cas, il y a 500 kilos qui ont miraculeusement disparu. Bref, depuis le début de l'année, nous en sommes au décompte effrayant d'une valeur marchande de 1000 milliards de francs CFA de drogue dure saisie depuis le début de l'année. Et si on ne fait attention, ce qui est arrivé à notre voisin Bissau-Guinéen risque de nous arriver. Donc, en résumé, notre éternelle revendication est la suivante. Que l'on veuille de grâce appliquer la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 qui s'adresse aux narcotrafiquants et non pas aux petits fumeurs de yamba arrêtés au coin des rues et à qui on inflige des peines lourdes et qui encombrent les prisons. Ce n'est pas normal. Soupçonneriez-vous des gens en haut lieu qui détourneraient une partie de la drogue? Mais ça, le CENTIF l'a dit avant nous. Dans le rapport 2016, ils ont utilisé l'expression PPE, l'abréviation de personnes politiquement exposées, indiquant par là que des personnalités bien placées dans l'administration et dans la politique utilisent leur position de pouvoir pour servir de relais dans l'opération funeste de recyclage de l'argent sale de la drogue. Et si nous ne faisons attention, ce que les Américains ont fait en Guinée-Bissau risque de le faire ici au Sénégal. Alors le deuxième volet, après avoir salué le courage et la détermination des forces de sécurité, nous réitérons notre revendication consistant à demander à l'État de les protéger contre la corruption. Diamra propose qu'on crée, à l'instar de ce qui se passe à la direction des impôts et des domaines, un fonds commun destiné chaque année à rémunérer et à encourager les forces de sécurité qui se sont distinguées dans la lutte contre les narcotrafiquants. Midi 9 minutes sur RFM. Des messages allusifs, illuminaux, illustrés dans des contenus ludiques. Nos enfants les consomment à longueur de journée. Ceci plutôt pour une éventuelle acceptation par l'enfant du message à véhiculer dans beaucoup de dessins animés ou autres canaux. La tendance, c'est que l'enfant accepte l'homosexualité ou le vivre ensemble au pire des cas. D'un point de vue psychologique, l'enfant est la meilleure cible, mais sur le plan sociologique, la société sénégalaise n'est pas du tout prête. Le dossier est signé Nafissatou Sila. Le prétexte, la sortie du Khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, qui a demandé aux autorités de combattre l'homosexualité. Attention, tout se joue avant 6 ans. Et bien sûr, tout ce qui est en contact avec l'enfant, par l'image, par la parole ou par tout autre exemple, contribue à la formation de la personnalité de l'enfant, nous dit Khalifa Babacar Diagne, psychologue. Influençant forcément sa vision du monde et sa manière de penser et d'être. Des messages subliminaux visant l'acceptation par exemple de l'homosexualité sont souvent dissimulés dans les dessins animés très consommés par tous les enfants. Vous savez, ceux qui ont un projet de société en termes d'influence, en termes de transformation sociale, sont si intelligents qu'ils utilisent les masses médias et ils le commencent dès l'enfance à travers les dessins animés. Et les premières influences reçues sont pour la plupart du temps des influences très difficiles à déconstruire. L'enfant doit être surveillé comme du lait sur le feu.
Pourquoi? Parce que tout ce qu'il consulte peut en fait créer des problèmes psychologiques. D'un point de vue sociologique, l'enfant s'identifie à son entourage et aussi aux valeurs qui lui sont inculquées, soit par les parents, soit par ces mass médias. Et de l'avis de Issa Ndiaye, sociologue. Les enfants sont exposés à eux-mêmes. Et maintenant, il y a certains acteurs qui sont carrément déviants, qui entrent par effraction dans le territoire intime de ces enfants-là et les influencent. Maintenant, l'enfant en consommant est très imitatif. Les acteurs savent très bien comment influencer les enfants. Vous voyez ça dans les publicités, etc., etc. Pour notre sociologue, le contrôle parental est primordial. Il n'y a pas de filtre. Dans les temps, il y avait des censures qui existaient dans nos États. On censurait certains films parce qu'on regardait au préalable, on regardait avant de faire passer. C'est cette prévention-là qui est négligée dans nos sociétés. Les parents, justement, n'ont pas justement la compétence parentale pour contrôler. Les compétences n'existent plus. Les parents ne sont plus présents seulement au moment qu'il faut. Parce que les enfants sont laissés seuls à eux-mêmes. En les laissant seuls à eux-mêmes avec une grande vulnérabilité, vous savez que là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les déviances possibles. Donc, le contrôle parental n'existe pratiquement pas dans nos sociétés. Cependant, psychologues comme sociologues sont fondamentalement unanimes sur le fait que la société sénégalaise n'est nullement prête à accepter une quelconque influence importée qui va à l'encontre des valeurs qui sont propres aux Sénégalais. Le khalife général des Tidjanes a également flétri dans son discours lors du Gamou de Tivavone, le Takoussouf, où l'union scellée en secret. Des Sénégalais se prononcent sur le sujet. Certains dénoncent cette manière de faire. D'autres pensent que seules les femmes qui acceptent ces mariages sont responsables et doivent subir les conséquences. Le reportage est signé Oumou Kalsoumli. Le mariage en cachette ou takoussouf en wolof, voilà un phénomène de société qui prend de l'ampleur. Une pratique qui n'a pas échappé à la vigilance du khalife général des Tidjanes. Serigne Babacar Sy Mansour dénonce cette manière de faire. Du côté des populations, le takoussouf n'a pas bonne presse. Le takoussouf, je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Pourquoi faire de la femme une maîtresse? Il faut aller à la mosquée, faire une cérémonie et montrer sa femme publiquement. Il n'y a rien de mal. Le vieux Cherfal, trouvé devant sa maison, chapelet à la main, parle d'une pratique irresponsable. Il fait savoir que le mariage secret est à l'origine de beaucoup de problèmes de famille au tribunal. D'avoir marié une femme, avoir des problèmes, il croit qu'il peut régler ça, et il cherche une autre femme. Mais le fait que la loi, ils ont signé une seule femme, il ne peut plus avoir une deuxième femme, ils sont obligés de faire ça. Madame Meng pense que la responsabilité doit être imputée aux femmes qui acceptent des mariages en cachette. Le takoussouf n'est pas une bonne chose, même s'il y a beaucoup qui le font. Moi, j'ai vu un vieux, c'est le jour de ses funérailles que 3 enfants sont venus pour dire que le défunt était leur père. Et c'était vrai, les enfants étaient là avec des extraits de naissance et tout, et ça a laissé une mauvaise image. Le takoussouf, une union scellée en secret, n'est pas du goût de beaucoup de Sénégalais rencontrés. Il invite les hommes à se conformer à la religion musulmane qui autorise à épouser jusqu'à 4 femmes. Midi 14 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Georges Bétédieu. Il reste beaucoup à faire à Medina Baye en termes d'investissement. Ce sont des propos tenus par Seydou Gueye. Le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence de la République évoque la dimension de cette cité religieuse qui accueille des talibés venant de partout dans le monde. Pour lui, Medina Baye mérite plus d'attention et pourquoi pas d'ailleurs ne pas en faire une destination touristique. Seydou Gueye au micro de Ibrahima Diamé. Oui, l'État a fait des choses concernant l'esplanade, la mosquée, mais il y a encore d'autres choses à faire dans le cadre de la modernisation qui tiennent à l'assainissement urbain. Je crois que globalement la ville de Kaolack est sélectionnée parmi les villes à intervention prioritaire. Et de ce point de vue-là, les questions d'assainissement doivent être prises en charge, les questions d'hygiène doivent être prises en charge. Et je crois, dans le cadre de la modernisation des villes, d'abord dans le cadre de l'aménagement et du cadre de vie, dans le programme Zéro déchet, Zéro bidonville, Kaolack figure à la bonne place. De la même manière,
dans le projet des villes créatives, Kaolack figure à une très très bonne position, autant dans le projet de création et de modernisation des villes créatives. Donc oui, la dimension de capitale religieuse de Medina Baye justifie un investissement massif. L'État l'a déjà engagé en travaillant autour de la mosquée, en travaillant autour de l'esplanade, mais il convient maintenant d'élargir le champ en combinant les ressources, le potentiel avec la municipalité pour faire de Medina Baye une ville qui peut recevoir, le moment venu, ce qu'on appelle le tourisme culturel et religieux. Économie dans ce midi, la diversification des réserves africaines, comme le suggère le président Patrice Talon du Bénin. Les économistes sont partagés sur la question. Pour le docteur Khadim Bamba Diagne, cela peut être risqué à cause des instabilités monétaires. Le professeur Abdoulaye Seck, lui, estime que cela doit aboutir à une diversification commerciale. Le dossier est signé par Papa Balagué. Une stratégie plus viable, la diversification des réserves des pays africains. Selon le professeur Abdoulaye Seck, économiste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, utiliser une seule devise étrangère s'avère très risqué dans ce contexte de mondialisation. Lorsque par exemple une devise qui se trouve dans votre panier perd de valeur, cette perte peut être compensée par éventuellement une hausse de la valeur d'une devise donnée. Donc cela va de soi que c'est une stratégie quand même qui est très favorable. Maintenant, cela est également favorable dans un autre sens. Autrement dit, lorsque vous êtes dans une stratégie de diversification de vos échanges commerciaux, ce qui doit être le cas pour les pays africains, parce que vous verrez que la plupart du temps, notre stratégie commerciale nous amène à échanger avec un groupe donné de pays. Par exemple, la plupart de nos pays africains, c'est généralement l'Union européenne. Une idée à ne pas battre en brèche du point de vue du Dr Khadim Bamba Diagne. Selon le directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire, il faut de mûres réflexions au préalable pour éviter des instabilités monétaires. Depuis 60 ans, 70 ans, on a nos réserves là-bas. Réfléchissons avant de sortir pour voir là où on doit mettre encore nos monnaies, parce que si on joue avec ça, cela peut avoir un effet négatif sur la stabilité de la politique monétaire. Parce qu'on ne joue pas avec les réserves. Parce que la politique monétaire est tellement sensible que si les gens perdent de confiance, l'inflation galopante peut affecter notre économie et ce n'est pas une bonne chose. Mieux, estime le docteur Khadim Bamba Diagne, cette stratégie n'aura pas d'impact significatif. On touchait 0,73%. Maintenant, dans d'autres banques centrales, on ne va même pas toucher 0,10% en termes d'intérêt. Mais de toute façon, cet argent-là, on ne peut pas le rapatrier dans le continent. On va le garder dans d'autres banques centrales européennes parce que c'est pour faire le commerce extérieur. C'est vraiment la R09 pour les spécialistes. Donc, qu'on le veuille pas, cet argent ne sera pas rapatrié dans nos pays. On va le garder aussi là-bas, mais avec des taux très faibles, et voire même nuls. L'un dans l'autre, cette stratégie peut être payable à condition que cette diversification des réserves s'accompagne d'une diversification commerciale, souligne le professeur Abdoulaye Seck. Si l'Afrique parvient à échanger davantage ou bien à vendre davantage ses produits vers plusieurs destinations, il va de soi que ces pays pourraient dans une certaine mesure décider de payer avec leur propre monnaie. Bon, si on peut se passer effectivement du dollar qui en ce moment monnaie de choix. À diversification des réserves, une idée émise par Patrice Talon, ces économistes jugent nécessaire de mieux réfléchir sur la question pour réussir le pari. RFM. L'actualité internationale. Et nous accueillons Barthélémy Ngom, bienvenue. Merci Georges Déthié-Diop. Alors, 16 février 2020, c'est la nouvelle date annoncée pour les législatives en Guinée. Le nouveau calendrier a été adopté à l'unanimité, le matériel électoral est déjà acquis. Les élections législatives ont été retardées, elles auraient dû se tenir en 2018. Auparavant, le président de la commission électorale avait proposé même en septembre dernier la date du 28 décembre 2019, une date qui n'avait pas fait l'unanimité au sein de la classe politique, surtout l'opposition qui avait jugé cette date irréaliste. Les attaques terroristes dans la sous-région, le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Récemment, près de 40 morts et une soixantaine de blessés au Burkina. La situation, vous l'avez dit, est inquiétante et interpelle tous les chefs d'État africains. Le directeur de Timbuktu Institute indexe l'option militaire qui, dit-il, n'est pas efficace. Il veut à la place de sérieuses négociations avec les groupes armés pour éventuellement trouver une solution. Sur la crise en Guinée-Bissau, il estime que les recommandations du sommet de Niamey, organisé par les chefs d'État de la CEDEAO, n'aboutiront à rien. Koumba Sandiane Faye. Une recrudescence d'attaques
pratique de plus en plus meurtrière. 38 morts, tous des civils, plus de 60 blessés dans l'est du Burkina Faso. Il s'agit là de l'attaque la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences djihadistes. Le professeur Bakary Somb, directeur de Timbuktu Institute, soutient que l'option militaire n'est pas efficace pour faire face aux actes terroristes. L'épicentre s'est étendu jusqu'au centre du Mali et a débordé sur d'autres pays comme le Niger et le Burkina Faso. On se rend compte que la solution militaire n'a pas fonctionné et c'est le même échec qu'on a eu en Afghanistan et ailleurs. Et de ce point de vue-là, il faudra changer de paradigme. Que faut-il faire alors? Les spécialistes appellent à la mutualisation des efforts et prônent de sérieuses concertations au niveau africain. Chaque pays a son plan Sahel. Ces efforts dispersés ne sont pas du tout efficaces contre un mal. On ne peut pas continuer ainsi sans arriver à une mutualisation des forces, une mutualisation des efforts, mais aussi une plus grande coordination. Un autre pays en crise, la Guinée-Bissau. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis à Niamey. La CEDEAO fait pression pour une sortie de crise rapide, sauf que ces recommandations ou décisions peinent toujours à aboutir. Professeur Bakary Somb. Elles n'ont pas les moyens de leur ambition. Il y a certes des dispositions qui fonctionnent bien dans l'espace CEDEAO. Les groupes terroristes et tous ces groupes armés attendent seulement qu'un pays soit déstabilisé. Rappelons-nous que la crise malienne qui aujourd'hui se répand dans tout le Sahel est partie d'une crise politique intérieure et que je crois que la Guinée-Bissau, au regard du problème du narcotrafic, il faudra une fermeté. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau ou ailleurs, quel que soit le pays en proie à des violences terroristes ou politiques, il faut privilégier la concertation. Les armes doivent faire l'objet de derniers recours, signale le professeur. Viviane Bampassi, ambassadeur du Sénégal au Canada, en visite officielle au Québec. Une visite qui intervient, Georges Déthié Diop, un an après celle du président Macky Sall en marge du sommet du G7. Viviane Bampassi, qui a rencontré les membres du gouvernement et du Parlement québécois, a évoqué plusieurs questions liées notamment au séjour des étudiants sénégalais, l'immigration, les investissements, entre autres. Voici donc Viviane Bampassi, interrogée par Mamadou Aïchendiaï. Le Québec est en train de travailler aujourd'hui sur une vision Afrique avec une forte propension économique qu'ils veulent donner à cette vision et à ces relations qu'ils veulent pousser entre le Québec et l'Afrique et particulièrement avec le Sénégal. Alors, on a vu aussi une opération d'enrôlement pour des documents de voyage comme des passeports. Est-ce que c'est une dynamique à s'inscrire dans une durabilité ou bien c'est ponctuel? Tout à fait. Vous savez que l'année dernière, le chef de l'État était au Québec pour prendre part au sommet du G7 et la question a été soulevée par la communauté et le président de la République a demandé qu'une valise d'enrôlement biométrique soit installée à Ottawa, ce qui a été fait et nous avons voulu profiter de cette visite officielle pour mettre à disposition de nos compatriotes ici présents à Québec, mettre à disposition cette valise pour leur permettre de s'enrôler plus facilement et nous espérons que c'est apprécié, nous le savons puisque les échanges l'ont montré. Et l'on parle, Barthélémy, de la démission du président bolivien Evo Morales. Il a jeté l'éponge après quelques semaines de fortes protestations contre sa réélection pour un 4e mandat. Le pouvoir est vacant et la situation reste tendue. Quel enseignement tirer de cette chute d'Evo Morales? La réponse avec le docteur Massirin Savané, un militant de gauche qui maîtrise bien l'Amérique latine. Dans le contexte global de l'Amérique latine, il y a quand même des combats souterrains qui se mènent. Parfois, cela est drapé des oripeaux de la démocratie, mais c'est sûr que c'est un combat des impérialistes contre des régimes progressistes. Sa principale erreur est de penser qu'on peut apporter, disons, des réformes en profondeur sans changer les rapports de production et sans pouvoir avoir l'appareil militaire et l'appareil de répression, la police en main. Vous ne pouvez pas, dans un pays où vous maintenez les rapports de production capitalistes, vous maintenez l'armée intacte, vous maintenez la police intacte, vous ne pouvez pas apporter les transformations qu'il faut si vous ne changez pas d'abord, si vous ne tentez pas de changer les rapports de production dans le pays. Et maintenant, il y a quand même derrière ces mouvements de contestation que nous croyons spontanés, en général, il y a la main de l'impérialisme. Cela est une lecture profonde. Il faut essayer de voir que ces mouvements ne sont pas spontanés. C'est des mouvements très bien organisés, avec l'impérialisme derrière. Voilà, c'était donc Massirin Savané, Georges Déthié Diop, il répondait aux questions d'Abdoulaye Cissé. Merci Barthélémy Ngom. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Aujourd'hui, on va parler du trafic de drogue. Cela à la lumière des importantes saisies opérées ces derniers temps. Le Sénégal court-il le risque d'être une plaque tournante s'il ne l'est déjà? On va en parler avec El Hadj Mansour Mbaye, commandant de police à la retraite, et le professeur Ibabari Kamara, juriste, pénaliste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFI Sport. Bien, bonjour Youssouf Boidian. Merci Georges, bienvenue et bonjour. Et l'on parle football pour démarrer cette page des sports. Qualification à la CAN Cameroun 2021. Premier galop des Lions cet après-midi. À 18h au stade Lat Dior de Thiès. Ce sera d'ailleurs l'avant-dernière séance d'entraînement avant d'affronter le Congo mercredi prochain. Un temps de préparation relativement court, mais il faudra gagner pour bien démarrer. Propos du sélectionneur Aliou Cissé. C'est des périodes très compliquées. Quand vous jouez en milieu de semaine, mercredi, c'est très vite arrivé. Comme vous le savez, Salif Sané est out à cause d'une blessure. On a Mamba Cham aussi qui est incertain, mais qui sera avec nous. J'ai envie de dire que c'est un match très important, un match qu'il va falloir en tout cas préparer avec beaucoup de sérieux. C'est un début pour nous des éliminatoires de la CAN 2021. Nous sortons d'une défaite en match officiel. La finale, même si ce match amical contre le Brésil dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé, mais je crois que nous sortons d'une défaite et que nous avons à cœur en tout cas de rentrer dans ces éliminatoires par la plus belle manière. Et le Congo est une équipe certes qui ne s'est pas qualifiée à la dernière CAN, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Donc il faudra énormément de sérieux pour mieux le préparer, donc le gagner, mais aussi faire une grosse performance aussi sur ces deux matchs-là et améliorer aussi les statistiques de l'équipe. Allez aussi, c'est la première séance d'entraînement des Lions, donc ouverte au public, sera sans Sadio Mané, Mbaye et 5 autres joueurs qui étaient en liste donc ce week-end avec leur club. La seconde séance sera donc demain, séance fermée avant le match prévu mercredi. Basketball féminin, Youssouf, l'équipe nationale a quitté Dakar ce matin. Les Lions sont en route pour Maputo où elles sont attendues demain mardi à partir de 13h30. Maputo qui va accueillir le tournoi de préqualification olympique. Les vice-champions d'Afrique vont affronter l'Angola et le Mali pour ces deux premiers matchs. Un tournoi difficile en perspective, mais les Lions vont tenter de décrocher l'un des deux tickets pour le Tekio. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. C'est extrêmement difficile comme condition. Mais on va essayer de s'adapter. Ça ne va pas être facile parce que moi, je considère que le Nigeria est actuellement une équipe hors série en Afrique. Elle est favorite. L'Angola, le Mali sont également des prétendants sérieux. Et il y a le Mozambique qui organise. Et si on voit le match que nous avons joué en demi-finale de l'Afro-Basket, ça veut dire que ça ne va pas être facile. Alors surtout que nous sommes en train de rajeunir un peu l'équipe. Mais on sera là-bas pour nous battre, pour essayer vraiment de nous qualifier. Maître Babacar Ndiaye, l'équipe du Sénégal donc, qui a quitté Dakar ce matin, attendu demain mardi à Maputo, le Sénégal qui affronte l'Angola jeudi à 16h GMT, samedi Sénégal-Mali à 13h30. Dans l'autre groupe, on retrouve le Nigeria, champion d'Afrique en titre, la RDC et le Mozambique. Judo à présent, l'Open international de Dakar se prépare. Ce sera du 16 au 17 novembre 2019 au Dakar Arena. Une compétition donc qui sera également une opportunité pour les judokas de gagner des points sur le chemin des Jeux Olympiques 2020. Le comité d'organisation a fait face à la presse ce matin. Son président Idrissa Diop au micro de Virginie Léontine Sagnan. En termes de préparation, nous sommes bien avancés. Les goulots d'étranglement qu'on a eu récemment lors des championnats d'Afrique des juniors au mois de mai nous ont permis quand même de bien travailler pour éviter ce qui s'était passé antérieurement du point de vue transport. Cet Open va se passer à Dakar Arena. Les athlètes officiels seront hébergés au niveau de Sali. Préciser que l'entrée est gratuite. Nous appelons tout le monde à venir vraiment soutenir l'équipe nationale. Le budget aujourd'hui est de plus de 50 millions. Bon, sachez qu'on est bien avancé sur le budget. Donc à ce jour, on n'a pas de problème pour pouvoir répondre aux attentes. Donc la délégation sénégalaise va arriver cet après-midi de l'Open de Yaoundé quand même, où on a eu une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze.
Nous aurons à peu près une vingtaine de participants sur l'Open de Dakar et au minimum, comme a eu à le dire le directeur sportif, nous nous attendons à avoir 3 médailles d'or. Et parmi les judokas très attendus à cet Open international de Dakar, Mbagnick Ndiaye, le champion d'Afrique en titre en plus de 100 kg, médaillé de bronze ce week-end à l'Open de Yaoundé au Cameroun. De l'or pour Georgette Sagna, puis 78 kg, 2 médailles d'argent pour Abdourahmane Diao et Moussa Diop. Et puis le cyclisme, le Tour du Sénégal, qui dispute à l'instant sa deuxième étape, 185 km entre Ziguinchor et Kolda. Dans le peloton qui a quitté tout à l'heure Ziguinchor, il y a notre envoyé spécial Abdoulaye Diop. Pour rappel, la première étape a été remportée par un Allemand. La presse de ce lundi 11 novembre 2019, lui, est commentée par Mohamed Talimouba. Bonjour. Le sévère réquisitoire de Serigne Babacar Sy Al Mansour contre l'homosexualité et les tares du mariage. Selon le quotidien, le khalife général des Tidianes n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer ces pratiques malsaines avant de s'offusquer de l'impunité qui les accompagne. Mise en garde directe offensive à l'État du Sénégal, invité à s'y pencher sérieusement. Pour la tribune, Serigne Babacar Sy Al Mansour, si le mal aux yeux de l'enquête, Serigne Babacar Sy ne veut plus des homosexuels qui se pavanent au vu de tous. Enquête et Vox Populi parlent de véritables fatwas lancés contre l'homosexualité. L'AS estime que le khalife des Tidianes charge l'État et lui demande de régler au plus vite le problème. Mais selon enquête, le khalife s'est attaqué aussi à ce qu'on appelle les Barayego et autres Takoussouf qui ont fini de prendre le quartier au Sénégal, tout comme la danse et ses méfaits. Selon le khalife, les plus grands danseurs sont les gens qui manquent le plus de vergogne. Ces propos trônent sur la tribune du journal Les Échos. Au Gamou, les journalistes n'avaient pas Dieu que pour Serigne Babacar Sy Al Mansour. Serigne Moustapha Sy était aussi attendu et apparemment il n'a pas dessus les confrères qui ont tous titré sur lui. C'est parce que le guide des Moustachidines a été égal à lui-même. Moustapha Sy au champ de tir bûcheronne d'ailleurs le quotidien. Macky Sall et Serigne Modou Kara dans sa ligne de mire. Le journal Les Échos répercute ses propos. On a arrêté mon convoi et dit que je n'ai pas le droit d'avoir un gyrophare et une sirène. Et pourtant, même les ânes et les chats en ont droit. Je demande à Macky d'arrêter les provocations. Je lui ai donné un avertissement et sa voiture a pris feu. Mais la prochaine fois, on verra. Fin de citation. Titre de Vox Populi, le guide des Moustarchidines menace Macky Sall sur fond de rappel. Le journal estime que le marabout s'est attaqué aussi à Serigne Modou Kara Mbacké, dont il assimile certains de ses agissements à de la comédie. À un certain degré de responsabilité, estime-t-il, on ne doit pas se faire passer pour un comédien. À l'origine de la colère du guide, une lettre vierge dont a parlé le guide du Diwan, Serigne Modou Kara, dont la colère des talibés avait commencé à gronder sur les réseaux sociaux, a fait une sortie pour calmer le jeu. Je ne veux voir personne tenter une réaction, a-t-il affirmé. Propos répercutés par le journal Les Échos. Podor en colère contre Aïssata Tall Sall. L'info est rapportée par le journal Walf Quotidien. Le problème, selon le journal, sa nomination comme envoyé spécial du président de la République. Des cadres de l'APR et autres militants à Podor et Matam pensent que cette promotion politique permettra à la socialiste de se relancer politiquement au détriment des responsables de l'APR sur place. Trafic international de drogue, révélation de l'Observateur ce matin sur les transporteurs des 700 kilos de cocaïne. Le journal qui dresse le profil de 5 des 7 personnes arrêtées dans cette affaire parle d'un franco-marocain, d'un ressortissant écossais, d'un ressortissant du Suriname, c'est en Amérique du Sud, d'un Sénégalais aussi, un Français d'origine sénégalaise. Et puis sport, Liverpool vainqueur du choc contre City, Sadio et les Reds seuls au sommet de l'Angleterre. Le journal Vox Populi estime que Liverpool a pris une bonne option pour le sacre en Premier League en domptant le champion en titre Manchester City 3-1 hier dans le cadre de la 12e journée. Les Reds restent seuls au sommet. Le Sénégalais Sadio Mané a marqué un but qui a mis KO les Citizens. Le journal Le Soleil titre la tête plongeante de Sadio Mané pour répondre à Guardiola. Pour le journal Record, Sadio ne plonge pas, il vole. Nous parlons du trafic de drogue avec El Hadj Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. Bonjour Monsieur Mboup.
Elhadj Mansour Mboub, que nous retrouverons d'un moment à l'autre avec lui le professeur Ibabari Kamara. Ibabari Kamara, juriste pénaliste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur Ibabari Kamara. Bonjour. Alors, professeur Ibabari Kamara, plusieurs saisies de drogue ont été opérées ces derniers temps. La douane a réussi un sacré coup au port autonome de Dakar à 2 reprises. D'ailleurs, récemment dans la région de Kédougou, la douane a saisi 1400 kg de chanvre indien, sans oublier la saisie opérée par la Marine nationale. Aujourd'hui, cela vous dit quoi? Le Sénégal serait-il devenu une plaque tournante, même si certains le refusent? Mais en réalité, ce qu'il faut en fait dire, c'est que véritablement, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, ce que nous constatons en termes de répression et de lutte, c'est qu'en vérité, le Sénégal, de plus en plus, est véritablement outillé pour effectivement mener à bien donc toutes ces luttes-là, justement contre donc le trafic de drogue et de stupéfiants de manière générale. Pour dire simplement que, en vérité, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, en fait, tout le monde le sait. Hein, le Sénégal, l'Afrique constitue depuis justement depuis les années 70 justement la plaque tournante donc de tout ce qui est trafic de drogue. Et le Sénégal, compte tenu de sa position géographique, est justement le territoire le plus indiqué pour effectivement constituer justement une plaque tournante. Maintenant, il faut simplement se féliciter donc justement de tout ce qui est effectivement fait aujourd'hui pour lutter et pour contrecarrer justement les desseins donc de ces trafiquants-là. Alors, vous dites que ça a toujours été le cas. Pourquoi on ne parvenait pas peut-être à saisir la drogue qui passerait peut-être, comme vous le dites, par le Sénégal? Mais mon cher ami, vous savez que qu'est-ce qui se cachait derrière? Oui, en vérité, ce qu'il y a à dire, c'est que il est difficile, éminemment difficile, et tout à l'heure je parlais donc de partie visible de l'iceberg, mais pour dire simplement que ce qui passe, ce qu'on n'a pas, en fait, ce qu'on n'a pas constaté, les infractions portant sur les drogues là, qu'on n'a pas eu à réprimer, justement, en fait, en termes de volume. En fait, c'est ça comme une mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour dire simplement qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'entreprise même de la drogue, hein, l'activité donc de trafic de drogue est une activité justement porteuse. Aujourd'hui, nous savons tous que depuis que les luttes ont été menées en Afrique du Sud et en Europe, et justement, les trafiquants ont jeté leur dévolu en Afrique. Et cela se comprend aisément quand on sait que en Afrique, justement, les autorités n'ont pas toujours les moyens efficaces pour lutter donc contre le trafic illicite donc de drogue. Mais est-ce que la situation... Ce qui renforce justement en fait une telle situation, mais c'est que c'est une véritable, c'est un véritable fléau, en fait, pour nos économies. Mais vous savez que justement, lorsqu'on parle de drogue, lorsqu'on parle de trafic de drogue, c'est là où interviendrait justement la notion de corruption et de blanchiment d'argent. Et aujourd'hui, en fait, il est constatable au Sénégal, en fait, avec, la vitesse avec laquelle justement on construit, on investit des privés, en fait, dont on ne sait pas la provenance donc de leurs biens, qui investissent à tout bout de champ. Voulez-vous dire, professeur, que le Sénégal n'est pas qu'une plaque tournante, mais l'argent de la drogue sert dans la construction de bâtiments, le blanchiment, comme vous le dites? Mais c'est tout à fait normal parce que là où passe la drogue, en fait, on a tendance à, à constater en fait une certaine richesse. C'est tout à fait normal. C'est vrai que d'abord au Sénégal, on en consomme, on en vend, mais également c'est une plaque tournante pour justement un tout petit peu distribuer la drogue si l'on veut par rapport aux autres pays du continent et donc des autres pays d'Asie, pourquoi pas. Mais est-ce que la situation en Guinée-Bissau voisine n'y est pas
quelque part pour quelque chose, avec l'arrestation, il y a cela quelques années, du contre-amiral Boubou Natchot. C'est ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas véritablement outillés pour lutter comme il se doit, en fait, à ces activités-là de trafic de drogue. C'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que, en fait, on a depuis comment dire les années 70, il y a combien de conventions qui ont été initiées par les Nations Unies pour permettre simplement aux États de pouvoir lutter efficacement contre donc le trafic de drogue. Mais aujourd'hui, on sait que, en fait, comment dire, la partie véritablement faible donc du dispositif se trouve en Afrique. Donc il va falloir que les Africains se retrouvent entre eux s'il y a la volonté politique, bien sûr. Parce qu'il faut en tout état de cause la volonté politique lorsque donc les dirigeants décident donc de se regrouper pour en fait former justement une véritable force en fait pour faire face à ces trafiquants-là. C'est sûr que effectivement comme ce qui s'est passé en fait aux Amériques, mais également en fait en Europe, c'est sûr que les trafiquants n'auront pas en fait aussi en fait donc des facilités pour effectivement écouler justement le drogue. Mais la situation n'est-elle pas d'autant inquiétante que le phénomène du terrorisme gagne du terrain dans la sous-région? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour endiguer le phénomène? Ce n'est pas par hasard que j'ai qualifié justement le trafic de drogue comme étant un véritable fléau. Mais parce que c'est un véritable mal. Ça, il faut que les gens le savent. Ce n'est pas seulement la consommation, mais du point de vue économique, du point de vue financier, mais ça entraîne énormément donc d'argent, ce qui fait que justement avec la corruption qui aide, avec le blanchiment, justement on s'expose justement à tout ce qui peut être tout ce qui peut porter atteinte justement à l'ordre public. Et par rapport à tout ça, on peut également parler donc de ce terrorisme, parce qu'on sait aujourd'hui que les terroristes également utilisent les voies, les canaux donc de la drogue pour mieux en fait asservir. Alors, professeur Ibabari Camara, la criminalisation, on a l'impression que ça n'a pas servi à grand chose. Bien au contraire, au moment où plusieurs jeunes sont en prison pour usage de drogue, les narcos, à proprement parler, sont libres. Ça ne pose pas problème? Non, en fait, c'est vrai que les efforts n'ont pas encore porté donc le fruit, parce qu'il faut dire que simplement c'est une lutte de longue haleine. Ça ne peut pas se faire donc du jour au lendemain. Mais on note des arrestations, souvent, quelques jours après, ils sont libérés. Mais croyez-moi, surtout dans le dossier de la drogue au port. La main sur ça. Est-ce que justement la lutte est véritablement efficace? Parce que c'est vrai que parfois, comme vous le constaterez avec moi, parfois aujourd'hui au Sénégal, il y a en fait une bonne partie donc de la jeunesse, ça donne justement à des trafics et à l'usage même donc de ces drogues-là. Mais ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on les appréhende, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait 2 jours après, on les retrouve dehors. Donc tout ceci devrait en fait attirer l'attention pour voir en fait comment effectivement on met en œuvre justement toutes les dispositions qui ont été prévues pour lutter contre justement ces types d'activités. Merci Ibabari Camara, juriste pénaliste, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On vient de retrouver El Hadj Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. Bonjour Monsieur Mboup. Bonjour RFM. Alors, je pose la question que j'ai posée à Ibabari Camara tout à l'heure suite à ces importantes saisies de drogue opérées par les forces de sécurité, la douane, la police, la marine nationale. Beaucoup se posent la question de savoir si le Sénégal ne serait pas déjà une plaque tournante de la drogue au regard de ces importantes quantités de drogue dure surtout. Je ne fais pas près d'un poste radio. Donc, je n'ai pas suivi le début de vos débats. Mais vous, votre avis sur la question? Mais je vous dis que c'est un problème très important, très difficile, compliqué, et la solution n'est pas encore à la portée des pays, surtout des pays africains.
Bon, le Sénégal, comme tous les pays africains, souffre de la porosité de ses frontières, mais nous avons aussi la mentalité des Africains. Parce que cette mentalité... la liaison n'est pas bonne, monsieur Mboup. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour un meilleur confort d'écoute? Voilà, vous m'entendez bien maintenant? Voilà, déplacez-vous, comme ça on aura un meilleur son, une meilleure qualité d'écoute. Allez-y maintenant. Le Sénégal serait-il devenu une plaque tournante s'il ne l'est déjà? Mais le Sénégal l'a été depuis. Parce qu'actuellement, nos forces de défense, de sécurité sont en train d'avoir un travail très important et c'est ce travail qui met à nu actuellement l'ampleur de ce trafic de drogue. Mais ça a toujours existé. Et je vous dis que quand on dit 1 kilo, c'est parce qu'il y a 10 kilos qui échappent. Mais comment justement en arrive-t-on à cette situation qu'on annonce souvent 5 kg par exemple et qu'au finish l'on nous dise que voilà 3 kilos seulement ont été saisis? Mais c'est parce qu'il faut une certaine organisation dans les recherches et les poursuites. Où va l'autre quantité? Parce qu'une quantité de 700 kilos, 10 tonnes de drogue, c'est grave. C'est grave pour un pays en développement, vu le fléau de la drogue. Bon, la drogue, c'est un produit qui a des conséquences économiques, qui a des conséquences sanitaires, qui a des conséquences sociales. Alors, donc, quand on prend une tonne de drogue, surtout en pleine mer, où le contrôle n'est pas très strict, où les moyens de contrôle aussi ne sont pas performants, nous avons notre environnement géographique. Il faut tenir compte de cela. Mais où va l'autre quantité perdue? L'autre quantité, une partie, c'est sûr qu'il y aura une partie peut-être. Quand on passe au Sénégal, une quantité au Sénégal. Mais la plus grande partie va dans les autres pays où l'écoulement est plus facile. Nous avons des pays qui ont des problèmes de sécurité. Et quand un pays est en problème de sécurité, mais c'est la porte ouverte au trafic de drogue. La drogue est actuellement le produit qui nourrit le plus son homme. Merci. Et il y a beaucoup de facteurs qui alimentent ce trafic de drogue. Mais vous avez vu même qui a même indexé ses pairs. Monsieur Mboup, on a des difficultés dans la liaison, le son est exécrable. On va l'améliorer et vous aurez la possibilité d'expliquer tout cela dans la version Wolof de ce grand journal. Merci en tous les cas El Hadj Mansour Mboup, commandant de police à la retraite. Merci également à Ibabari Kamara, juriste pénaliste enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était Point de vue et c'était le grand journal à 12h48.